Parfois, on complexifie trop ce qui peut être simple. Une excellente stratégie commerciale n'a pas besoin d'être compliquée pour être redoutable. C'est tout l'intérêt de la méthode Aude. Ce qui est difficile dans la stratégie commerciale, c'est de trancher pour prendre les bonnes décisions, puis d'avancer avec conviction. Parce qu'au-delà de la méthode pour construire cette stratégie, ce sont les choix que l'on fait qui en déterminent l'efficacité sur le chiffre d'affaires. C'est ce qui fait toute la complexité de cet exercice. Le problème, c'est qu'avec un tel enjeu, on peut se mettre à hésiter. Et de cette hésitation, les deux choses. Un, on se surprépare et on plonge dans des détails inutiles, sans doute pour repousser la décision. Et les deux, on finit par ne pas prendre de décision, de peur de prendre la mauvaise. Résultat, on a travaillé sur sa stratégie commerciale, mais on finit par ne pas avoir de stratégie commerciale et on augmente du coup d'autant son risque de passer à côté de ses objectifs de chiffre d'affaires. Cette vidéo est faite pour les directeurs commerciaux et les dirigeants impliqués dans les ventes qui souhaitent avoir le 20-80 de la stratégie commerciale. C'est la méthode Aude. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à construire une stratégie commerciale qui est simple, qui contient 14 éléments qu'on va voir un par un et qui nous donne en fait le plan de la vidéo. Ce sera un plan simple puisqu'on verra déjà comment la construire et ensuite comment la valider et la communiquer. Je m'appelle Quentin Despas, je suis un ancien directeur commercial dans les logiciels SaaS et mon obsession depuis 12 ans, c'est la vente B2B complexe, performante certes, mais surtout intègre. J'ai aidé plus de 120 équipes commerciales à vendre comme des top consultants. Et quasiment à chaque fois, la question de la stratégie a été remise en cause lors de nos premières discussions ensemble. Un point méthodologique avant de démarrer, le mot stratégie, ça tire son origine du grec ancien strategia, qui signifie l'art du général. Et ce mot est lui-même composé de deux racines, stratos qui signifie armée ou troupe, et le mot ago qui signifie conduire ou mener. Ce mot désignait initialement la compétence et les méthodes utilisées par un général pour diriger ses troupes ou mener des opérations qui sont purement militaires. Mais au fil du temps, le terme a évolué pour englober des notions plus larges, notamment dans les entreprises et leurs équipes commerciales. De là, on en déduit ce qu'est une stratégie commerciale, qui est une forme de plan global qui va aligner les efforts de vente de l'entreprise avec ses objectifs globaux. Le gros avantage, c'est qu'elle permet aux équipes d'être efficaces toute l'année en déployant ces efforts vers la bonne direction et de manière homogène. Pour un CEO, la stratégie commerciale, c'est la feuille de route qui dicte comment l'équipe de vente atteindra ses objectifs. C'est ce qui va permettre de transformer une vision en des actions concrètes. Et pour finir, je dirais qu'il y a généralement 3 phases à couvrir. La partie acquisition, la partie développement et la partie rétention des clients. Alors avant de démarrer, on va faire taire le suspense. Voici le processus de bout en bout pour construire, valider et embarquer ses équipes et son management autour d'une stratégie commerciale aboutie et sans faire de zèle. On va donc commencer par construire sa stratégie. Pour construire sa stratégie commerciale, il suffit de suivre la méthode Aude qu'on a inventée chez MIM. D'abord le O pour observer. Pour commencer, c'est important de se rappeler pourquoi on fait les choses. L'équipe commerciale, elle fait partie d'un tout qui est plus grand, qui est guidé par un pourquoi, une mission. Mais laquelle? C'est le point de départ de votre stratégie. Classiquement, vous pouvez faire le point sur le triptyque mission, vision, valeur de l'entreprise. Et le plus simple pour faire ça, c'est de faire un tableau. Ici, pour l'exemple, j'ai pris LinkedIn. On a effectivement 3 colonnes, mission, vision, valeur. Et ensuite, on va avoir 2 lignes, celle de l'entreprise et la déclinaison pour les commerciaux en deuxième ligne. La deuxième chose qu'on va faire dans ce haut, c'est analyser les résultats précédents. Alors, j'aurais pu faire compliqué et dire audit, mais c'est un mot un petit peu galvaudé. Et durant cette étape d'observation, on va l'appeler comme ça d'ailleurs, on porte un regard critique certes, mais objectif sur le passé. Je vais vous donner quelques idées de sujets à creuser d'ailleurs durant cette phase. Alors, il y a les sujets classiques, puis il y a ceux qu'on entend un petit peu moins. Dans les classiques, il y a tout ce qui est décision et résultats passés, les répartitions des clients dans le chiffre d'affaires, la part du chiffre d'affaires en fonction de si c'est de l'upsell ou du newbies. On peut aussi essayer de se poser la question des secteurs d'activité les plus représentés, et ça on peut le faire en volume et en valeur. Pour rappel, en volume, c'est le nombre de clients qui représentent tel secteur, alors qu'en valeur, c'est le CA que le secteur en question génère. Par exemple, on peut avoir un secteur d'activité dans lequel on n'a que 30 clients, mais qui génère 10 fois plus de CA qu'un secteur dans lequel on a 300 clients. Et ça, il faut en tenir compte. D'autres choses qu'on peut analyser, c'est la durée de votre cycle de vente, évidemment, le taux de conversion moyen, les canaux d'acquisition. On peut même voir les taux de conversion par canal d'acquisition. Et dans ces canaux d'acquisition, si vous deviez séparer, je vous conseille d'analyser d'un côté les canaux inbound, c'est-à-dire quand le lead rentre chez vous, et de l'autre côté, les canaux outbound, c'est-à-dire quand c'est nous qui allons vers le lead. En analyse, il y a aussi une question sur le produit. Quel est le produit qui se vend le mieux? Et idem, en volume, en valeur. Et là, j'ajouterais même en marge, parce que c'est ça aussi l'objectif quand on prend le regard du dirigeant. Une autre question qu'il est bon de se poser à ce stade, c'est de lister les forces du produit, les forces de l'entreprise, et de se poser la question, mais pourquoi les clients qui ont acheté cette année ont acheté? Et à l'inverse, pourquoi ceux qui n'ont pas acheté n'ont pas acheté? Ça va vous donner des informations sur comment faire mieux et vers où se diriger sur l'année à venir. Alors très bien, c'est chouette, mais vous n'aviez pas vraiment besoin de moi pour vous expliquer ces analyses. Alors maintenant, je vais vous en donner des moins courantes, mais que je trouve
très utiles. Je vous en donne que 2. La première, c'est l'analyse des points d'entrée, points de sortie. C'est comme ça qu'on l'appelle chez BIM. Cette analyse, elle consiste à regarder le nom du poste du premier interlocuteur qu'on a eu dans la relation sur un deal donné. Et puis ensuite, on va regarder le nom du poste du dernier interlocuteur, celui qui a signé le deal. Donc, on va regarder ça pour toutes les affaires qu'on a gagnées et on va regarder la même chose pour toutes celles qu'on a perdues. Et là, on va pouvoir observer s'il y a un schéma qui se répète. Et ça aide à prendre des décisions sur qui faut-il réellement prospecter. Ça va nous aider pour la cible. Et en plus de cette question, on peut se demander quel est le canal qui génère le plus de rendez-vous de vente. Je ne vais pas seulement regarder le canal qui me génère le plus de rendez-vous, je vais regarder parmi les deals que j'ai gagnés, quel était le canal qui avait été utilisé. Et ça va me permettre d'arbitrer sur la décision à prendre, sur les concentrations, sur les canaux d'acquisition à retenir pour l'année à venir. Maintenant que vous avez collecté ces chiffres, c'est le moment de se pencher sur votre marché. Dans la partie marché, ce qui est intéressant, c'est de comprendre votre terrain de jeu. Quelle est sa taille, comment est-il découpé, quelles sont ses options. Parce que comprendre votre marché, c'est primordial pour décider comment le conquérir. Par quel angle allez-vous le faire ? Quelles peuvent être des attentes réalistes? Et voici d'ailleurs quelques analyses que vous pourriez faire. D'abord la taille. Ici, on parle classiquement de TAM, de SAM et de SOM. Rapide rappel, le TAM, Total Addressable Market, c'est le marché global disponible pour votre produit s'il n'y avait aucune restriction. Ça représente la demande théorique, si vous voulez, par rapport à votre offre. Le SAM, c'est Serviceable Available Market. C'est la proportion du TAM que votre entreprise peut effectivement atteindre en tenant compte des limitations géographiques, des segments de clientèle spécifiques et des capacités de votre entreprise. Et enfin, il y a le SOM, le Serviceable Obtainable Market. C'est la part du SAM que votre entreprise peut réellement capturer en fonction de la concurrence, de votre positionnement sur le marché et sans doute de vos capacités de vente et de marketing. Donc on voit que ces cercles, il faut les voir comme des cercles concentriques. L'un est une partie de l'autre. Il y a pas mal d'études sur le web qui peuvent vous donner accès aux chiffres de TAM et de SAM. Mais ce que je trouve, c'est que parfois, ils sont irréalistes ou alors pas du tout spécifiques par rapport au marché que vous avez choisi. Alors, je vais vous donner une astuce en plus. Il y a une manière simple de calculer le SAM de manière plutôt réaliste. C'est pas exact, mais on va avoir les bons ordres de grandeur. C'est qu'on va regarder combien de chiffres d'affaires font les 20% d'entreprises les plus grosses de votre marché. Parce qu'on considère que 20% des entreprises font 80% du chiffre d'affaires. Et donc, en multipliant le chiffre que vous obtenez par 5, vous allez obtenir à la taille du marché. Alors c'est un ordre de grandeur évidemment, mais j'ai testé sur 1 ou 2 marchés et c'est bluffant à quel point ça peut être correct. Donc là on est sur un exercice concret qui tient du réel. Avoir ce chiffre, ça va vous permettre de voir la taille du marché, de décider si vous voulez y aller, ça va vous permettre aussi de comparer avec les objectifs que vous voulez vous fixer, ce qu'on fera plus tard, pour voir à quel point vous êtes réaliste et juste dans vos estimations. Alors vous savez quelle est la taille de votre marché maintenant, mais quel produit allez-vous lui vendre? Parce que avant de vous lancer dans des discussions qui concernent la stratégie, c'est très important de faire le point sur le produit ou le service que vous vendez. Première question simple, c'est quelles sont les forces et les faiblesses de votre produit? C'est une question que vous pouvez en fait séparer en deux. Des forces, je dirais, absolues. On regarde le produit, on regarde en quoi il est bon. On pourrait appeler ça les forces intrinsèques. Et puis en deuxième partie, il y a les forces relatives aux concurrents. On va regarder en quoi mon produit est mieux que les concurrents. C'est important d'être pragmatique sur cette question et de ne pas se mentir. Ce que je veux dire ici, c'est que si votre produit n'est pas encore abouti ou qu'il n'y a pas encore d'usage très précis sur le marché, ce sera plus dur pour le commercial. C'est important de le garder en tête, même s'il ne faut pas que ça devienne une excuse, évidemment, au problème de performance. Quand vous avez terminé l'intégralité de ces analyses, vous pouvez passer au D de Aude pour décision. Vous avez ces informations, vient maintenant le temps de la décision. Les informations, elles nous permettent de prendre de meilleures décisions, certes, mais quelles décisions faut-il prendre quand on construit sa stratégie commerciale au final? Eh bien, il y a 4 catégories. Les cibles, les canaux, les messages et les objectifs de vente. Concernant la cible, maintenant que vous connaissez votre TAM, vous allez devoir choisir sur quelle partie de ce TAM, justement, vous souhaitez vous concentrer. Ce sera votre première décision. Vous ne pouvez pas courir plusieurs lièvres à la fois, et même les multinationales leaders dans ce qu'elles font, elles ne le peuvent pas. Et comme choisir, c'est renoncer, vous avez 2 options pour faire cet exercice. Soit vous regardez sur quel marché vous pouvez faire suffisamment la différence, vous oubliez les autres, soit vous regardez les marchés sur lesquels vous n'avez aucun intérêt stratégique à vous positionner et vous les oubliez. Dans la pratique, en fait, c'est souvent un mix entre les deux qui permet de retenir à la fin une petite sélection de segments et de se concentrer dessus. D'ailleurs, je parle de segments de cibles, mais il faut être précis. Quand je dis segments, je parle des entreprises. Quel type d'entreprise? Des entreprises qui ont une certaine taille, une localisation, une activité. Par exemple, les PME d'Île-de-France dans l'industrie métallurgique. Attention ici, si vous dites les PME françaises comme segment, par exemple, c'est pas suffisamment précis. Les sociétés industrielles non plus. Parce que selon leur taille, leur spécialité au sein de l'industrie, la manière de les approcher, leur problématique, elle sera différente. C'est pour ça qu'il faut travailler sur des segments précis. Et de l'autre côté, quand je parlais de cible, cette fois, je parle des interlocuteurs à qui l'on souhaite parler dans ces entreprises, qu'on appelle aussi parfois les personas. Donc oui, un CFO et un CEO dans un même segment, ce sera 2 cibles différentes parce que eux aussi
ont des préoccupations et des priorités différentes. Donc, un exemple concret de cible, c'est les CEO de PME d'Île-de-France dans l'industrie métallurgique. C'est important de bien travailler votre cible car c'est elle qui va déterminer les canaux d'acquisition que vous allez décider d'utiliser. Comme je sais qui je cherche à atteindre, je peux en déduire la meilleure manière d'atteindre ces personnes. Et là, je dois fixer et décider de quels sont les canaux d'acquisition à privilégier pour réussir. Pour ça, je peux m'appuyer sur mon étude préalable pour voir ce qui a le mieux marché par le passé. Mais aussi, je peux me poser des questions. Quels canaux seront les plus efficaces et pour quels clients? Est-ce que c'est de l'email, du téléphone, de la pub? Est-ce que je vais faire de la vente directe ou de l'indirect? Quel est le coût d'un canal par rapport à un autre canal? Et la grande classique, est-ce que je vais avoir une approche top-down ou est-ce que je vais avoir une approche bottom-up? Là, on a besoin de faire un point de clarification. L'approche top-down ou bottom-up, elle est très à la mode. Elle consiste à savoir soit passer par l'utilisateur pour arriver au décideur, c'est le bottom-up, soit de rentrer directement dans la discussion avec les décideurs et soit la poursuivre avec eux, soit se faire reléguer à une autre partie de l'équipe et en étant parti par le haut de la hiérarchie. Donc ça, c'est le top-down. Le problème du top-down, c'est que ça peut nécessiter des développements spécifiques. C'est-à-dire qu'on va parler à des décideurs qui ont des gros enjeux, ils vont nous demander de tordre un peu notre produit et c'est pas forcément la relation qu'on souhaite quand on veut développer son entreprise à l'échelle. Et ça, c'est très bien expliqué dans une vidéo du Y Combinator dont je me suis inspiré, je vous mets la source dans les commentaires. Il y a un autre désavantage, c'est que les commerciaux qui peuvent faire du top-down, ils sont beaucoup plus chers et du coup, vous pouvez pas le faire sur des paniers moyens qui sont faibles. Le bottom-up, lui, il a l'avantage d'être fait pour des produits qui sont sur des petits paniers moyens et qui nécessitent moins justement d'humains et de commerciaux pour pouvoir les vendre. Dans cette fameuse interview dont je vous parlais du Y Combinator, il y a Pete Koumen qui explique que dans leur portefeuille de société SaaS B2B, il y a une répartition quasiment égale entre les gens qui font du top-down et ceux qui décident de faire du bottom-up. Ça veut dire que la bonne stratégie, c'est celle qui colle avec le produit, votre panier moyen et le type de cible que vous cherchez. C'est ce que vous vendez et à qui vous le vendez qui doit déterminer si vous faites du top-down ou du bottom-up. Alors c'est très bien, vous l'avez déterminé, mais maintenant il va falloir parler objectifs, chiffres. C'est maintenant qu'on en parle, c'est le cœur du problème, le chiffre qui obsède tout le monde, c'est celui des objectifs. C'est à cette étape que vous allez fixer le montant de chiffre d'affaires que vous visez, puis sa déclinaison sur chaque membre de l'équipe. En fonction de la taille de votre marché, de vos résultats précédents et des ressources disponibles, vous devez déterminer les chiffres les plus réalistes tout en les maintenant ambitieux. Et là, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler d'objectifs SMART, c'est un petit peu l'idée. Ici, il faut aussi penser au qualitatif. C'est pas qu'une question de chiffres, il y a aussi une philosophie, une expérience à distiller dans le processus de vente, et ça se formalise. Comment souhaitez-vous que les commerciaux vendent? Quelles traces peuvent-ils laisser dans l'esprit des prospects? C'est bien de faire du chiffre, mais pas n'importe comment. Les critères qualitatifs, ils donnent un cadre aux commerciaux. Ils ont des limites et des règles du jeu. Donc par exemple, on peut dire, notre objectif, c'est de faire 90 millions de chiffre d'affaires, en protégeant nos valeurs A, B et C et en utilisant des méthodes de vente qui sont saines. Et là, j'inclus du qualitatif et du quantitatif. D'ailleurs, on a créé un outil qui est assez imparfait mais qui vous permet de calculer vos objectifs commerciaux en fonction de vos taux de transformation. Combien d'appels il faut passer pour avoir combien de rendez-vous, pour faire combien de chiffre d'affaires. Donc ça vous permet de faire un peu le calcul dans tous les sens. L'outil se trouve sur notre boîte à outils gratuite sur salesfactory.meetyourmarket.fr. C'est une inscription qui est complètement gratuite qui vous permet d'accéder à cet outil, mais aussi à l'entraîneur virtuel aux objections que l'on a entraîné avec une IA et qui vous permet de vous entraîner à répondre aux objections courantes en vente. Donc allez faire un tour sur salesfactory.meetyourmarket.fr. Ça devrait vous permettre de construire vos objectifs commerciaux. Et justement, pour les atteindre, vous aurez besoin d'une proposition de valeur forte et c'est le topic suivant. La proposition unique de valeur, elle doit être claire et définie par tout le monde. Il y a trop de commerciaux qui ne savent pas répondre clairement à la question « Qu'est-ce qui vous rend unique ?» Si vous avez du mal à trouver tout ce qui vous rend unique, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la différenciation. Je vous mets le lien ici puis dans les commentaires. Et en plus de ça, je vous donne quelques amorces de phrases. Par exemple, vous pouvez dire « Nous sommes uniques car nous sommes les premiers à, nous sommes les seuls à, nous sommes les numéros 1 dans, nous sommes les plus gros sur. » Alors, généralement, là, vous allez me dire, mais on n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait. Oui, mais vous êtes peut-être les seuls à le faire de cette manière ou avec ces valeurs. Donc, quand on n'a pas de point d'unicité évident, on peut croiser plusieurs choses et vous êtes peut-être les seuls à faire telle chose dans telle région avec telle technique, par exemple. Et là, vous allez trouver votre proposition unique de valeur. C'est une manière de le faire. C'est un exercice qui va vous permettre de revenir au basique et de comprendre sous quel angle vous voulez vendre à vos personas. Parce que pour un même produit, il y a évidemment plusieurs propositions de valeur. Et comme à ce stade de la méthode Aude, vous avez choisi votre cible, vous êtes en mesure de construire une proposition de valeur qui soit adaptée. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je vous donne un modèle, un exemple de phrase classique pour formuler une proposition de valeur. C'est nom de votre produit permet à audience cible de résultats clés grâce à proposition unique de valeur. Une fois que ça c'est fait, il va falloir exécuter. Quand la réflexion est faite et que les décisions stratégiques sont prises, il faut mettre toutes les chances de son côté pour réussir son exécution. La phase d'exécution, elle consiste à réfléchir à ce que l'on doit mettre en place pour atteindre ses objectifs. C'est une forme de planification qui, en fait, si on est très strict, n'a pas forcément sa place dans une phase de stratégie. Sauf que par commodité, la méthode que je vous propose, elle l'intègre parce que c'est beaucoup plus réaliste quand on sait ce qui se passe sur le terrain. Pour moi, s'il manque cette brique exécution, la stratégie, elle sert à rien. Et je commence d'ailleurs par les processus. Quel processus est-ce que je veux construire ?
quelles en sont les étapes et les trigger events. Parenthèse, si vous n'avez pas de trigger event, créez-en. Ce sont les événements tangibles et auditables sur lesquels on se base pour décider de faire avancer l'affaire à l'étape suivante ou non. Pour passer de prospection à qualification, par exemple, que doit-il se passer du côté du prospect? Et je précise ici du côté du prospect parce que c'est le seul véritablement en mesure de faire avancer le processus de vente. Par exemple, c'est pas quand vous rédigez votre proposition et que vous l'envoyez par mail que le processus avance. C'est quand le prospect il la lit, qu'il la fait passer en interne et qu'il vous répond. Définissez donc vos étapes, la suite d'événements à suivre justement pour rendre le chemin le plus clair et le plus convaincant possible pour les commerciaux qui vont devoir le suivre. Et quand vous avez ça, vous pouvez passer à la méthode. Et malheureusement, le manque de méthode, c'est l'un des problèmes les plus courants que je rencontre quand j'audite les départements commerciaux. Parce qu'on confond souvent le processus et la méthode. Et à partir de maintenant, ce ne sera plus le cas. Quand d'un côté, le processus exprime la série d'événements réalisés pour aller au bout de l'affaire, le quoi, la méthode, elle, décrit le comment. Par exemple, le processus dira qu'il faut relancer le prospect s'il ne répond pas au bout de 3 jours. Mais la méthode, elle vous dira comment faire pour le relancer, quels mots utiliser, comment construire le mail et à quelle heure l'envoyer. Mon conseil, c'est de lister les activités commerciales type, envoyer des mails de prospection, réaliser des rendez-vous de vente, faire des emails récapitulatifs. Et ensuite, vous allez hiérarchiser ces activités en fonction de leur criticité dans un cycle de vente, dans votre cycle de vente. Et enfin, vous allez rédiger une méthode aussi précise que possible pour chacune d'entre elles, un guide. Cette méthode, il faudra la rendre disponible à tous et éditable pour l'améliorer au fur et à mesure en fonction de vos tests et de votre expérience sur le marché. Ça deviendra la méthode officielle de l'équipe et c'est ce que vous attendez à ce que tout le monde respecte. Vous avez un process, vous avez une méthode, maintenant il faut piloter, il faut suivre et on fait ça avec des KPI. Une stratégie commerciale se surveille comme le lait sur le feu. Sauf que ce n'est pas au doigt mouillé que je vous conseille de le faire si vous voulez maximiser vos chances de succès. Il vous faut des indicateurs à suivre, mais attention, trop d'indicateurs et vous vous perdrez, et votre équipe avec, et pas assez, et vous pouvez passer à côté d'informations importantes pour prendre des décisions. Donc, vous devez retenir une petite sélection de KPI qui vous permettra de savoir si vous êtes sur la bonne voie pour réussir. Un conseil sur ce point, séparez vos KPI en 2 catégories. D'un côté, les KPI d'intention, qui mesurent l'effort fourni par les commerciaux, nombre d'appels passés, nombre de contacts générés, et de l'autre côté, les KPI de résultats, qui mesurent le résultat obtenu par les commerciaux, qui est beaucoup plus classique. Donc là, je viens d'introduire le concept de KPI d'intention, qui est très important chez MIM, parce que contrairement aux KPI classiques de résultats, c'est un indicateur qui permet de travailler proactivement. Avec les KPI d'intention, on peut corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard, car il y a un décalage entre le moment où le KPI d'intention n'est plus tenu et celui où il y a une conséquence sur le KPI de résultat. Je m'explique. Quand on est à la fin du trimestre et qu'on se rend compte qu'il manque 500 000 € pour faire ses objectifs, avec un cycle de vente de 90 jours, il est déjà trop tard pour se réveiller. Vous ne ferez pas vos objectifs. Par contre, avec le KPI d'intention, on agit en amont des 90 jours. Donc, quand on est à la fin du trimestre et qu'il manque 500 appels pour faire ses KPI d'intention sur la prospection, on peut encore les faire pour qu'il n'y ait aucun impact de CA au deuxième trimestre. Et on touche ici du doigt une deuxième différence intéressante entre ces 2 KPI, c'est que le KPI d'intention, il a la particularité qu'à part le temps, personne ne peut empêcher l'équipe ou le commercial de le faire. C'est un KPI que l'on contrôle à 100%, il ne dépend que de notre volonté, à l'inverse du KPI de résultat. La raison pour laquelle je conseille vivement d'intégrer dans votre stratégie commerciale. À ce stade, vous savez comment agir pour réussir, mais qui va s'en occuper? L'équipe commerciale doit s'organiser autour des objectifs de l'entreprise. Et parfois l'inverse aussi, mais ça c'est pas le sujet de cette vidéo. Quand vous avez votre stratégie, il devient plus évident de décider de différents sujets. Par exemple, quels sont les métiers dont j'ai besoin? Là, l'action, c'est de rédiger des fiches de poste. Vous allez aussi vous demander comment organiser l'équipe hiérarchiquement. Là, l'action, c'est de faire un organigramme. Quels sont les rôles et les responsabilités de chacun? Comment assurer la transformation à partir de l'équipe existante? L'enjeu, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit pour réaliser les bonnes actions, c'est-à-dire celles au service de la stratégie que vous avez construite. Et justement, pour aider les commerciaux à mieux travailler, à travailler plus vite, voire à automatiser, vous aurez besoin d'outils et de ressources. Et c'est pour cela que c'est le dernier sujet de notre partie E, exécution, de la méthode AUD. Que pouvez-vous mettre à disposition de votre équipe pour la faire réussir? Les outils, les contenus, les personnes, les formations. Ici, c'est le rôle de Sales Enablement qui est concerné. J'ai fait une vidéo là-dessus, elle est déjà sortie. Je vous la mets tout de suite dans la description. Alors évidemment, on n'a pas tous un département Sales Enablement. On est tous capables de lister l'ensemble des éléments indispensables pour faire réussir son équipe. Je vous donne quelques exemples. Un CRM, hyper important. Un document de présentation, un pitch, un script de démonstration, une formation à la vente, des témoignages clients, un outil de calcul de ROI, un modèle de proposition commerciale, une frise chronologique de déroulé d'un projet type, un outil d'enregistrement des appels. Je peux vous donner une très longue liste, évidemment elle ne sera pas exhaustive, mais c'est à vous et votre équipe de définir cette liste et de travailler dessus. Alors, j'ai parlé de formation, les vidéos de vente sur cette chaîne qui sont complètement gratuites, c'est une bibliothèque immense de 200 vidéos qui pourront vous aider à former vos commerciaux gratuitement. Donc pensez à les intégrer sur votre espace partagé, à les utiliser dans votre drive
ou aller dans les playlists d'ailleurs directement pour chercher les vidéos dont vous avez besoin pour former vos commerciaux. Et si vous voulez aller encore plus loin, évidemment, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@meetyourmarket.fr pour qu'on vous accompagne dans la structuration de la performance commerciale. Alors remarque sur cette méthode Aude et son lien notamment avec les 5 Sales Virtues. Pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux, à ce stade, normalement, vous réalisez une chose, c'est qu'après avoir réalisé toute la méthode Aude, on est prêt à remplir tous les éléments des 5 Sales Virtues. Ces éléments, ils permettent de piloter son département commercial avec excellence. Alors, je vous remets la pyramide ici qui part de la stratégie et qui va jusqu'aux outils. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le plan d'action commerciale d'ailleurs pour comprendre ce que sont les 5 Sales Virtues. Donc, Aude, en général, on le fait une fois par an et au quotidien, on va piloter avec la pyramide. Et c'est maintenant qu'on va passer au deuxième grand chapitre de cette vidéo, c'est valider et embarquer les équipes. Cette deuxième phase, elle est rapide, mais elle est primordiale. Une bonne stratégie mal communiquée n'atteint pas son objectif. La phase de validation et d'embarquement communiquent ensemble et voici comment valider. L'étape de validation permet de faire d'une pierre deux coups. D'un côté, comme son nom l'indique, elle va vous permettre de prendre des avis extérieurs pour mettre le doigt sur d'éventuelles incohérences, des oublis dans votre stratégie. Résultat, c'est que la stratégie s'améliore. Mais d'un autre côté, elle va vous permettre d'impliquer l'équipe et votre direction au bon moment. Et ça va permettre de commencer à générer de l'adhésion autour d'un plan auquel ils auront pu participer. Et là, le résultat, c'est une adoption de la stratégie par l'équipe. Donc pour vous aider, voici un exemple de comment vous pouvez vous y prendre. D'abord, vous allez envoyer un mail à chaque personne pour qui vous voulez recevoir un feedback, à chaque personne avec qui vous pouvez le communiquer. Par exemple, des personnes plus seniors dans votre équipe et votre N+1. Dans ce mail, vous allez proposer un point de présentation en expliquant ce que vous attendez de la personne et en quoi ça vous sera utile. Étape 2, vous allez leur préparer une présentation qui peut s'articuler de cette manière. D'abord, une slide qui dit tout, c'est ce qu'on appelle l'executive summary. Donc on va donner la grande ligne de la stratégie en une phrase, et puis ensuite on va aller dans le O, le D et le E. Et ensuite on va détailler le O, le D et le E dans différentes slides. Sur la dernière slide, vous allez rappeler vos attentes et le type de feedback que vous souhaitez recevoir. Voilà. Ensuite, vous notez les retours et vous pourrez ensuite décider de comment améliorer votre stratégie, puis la valider définitivement. Là, vous êtes presque prêt parce que quand c'est fait, il ne vous reste qu'une chose à faire, c'est embarquer les équipes. Là, l'enjeu, c'est de bien communiquer cette nouvelle stratégie que vous venez de valider. Et il faut retenir que l'ordre dans lequel vous allez construire cette stratégie, c'est pas l'ordre dans lequel vous allez la communiquer. Et là, je fais référence à la communication top-down et à ma vidéo sur The Pyramid Principle de Barbara Minto, que je vous mets juste ici. Allez la voir, ça aide vraiment à parler comme un consultant, à communiquer clairement et notamment avec les C-level. C'est une super ressource à aller consulter pour vous et vos commerciaux, si vous ne connaissez pas déjà. En réunion, voici comment vous pouvez vous y prendre. Donc, vous commencez par une conclusion générale, en une phrase, et ensuite vous allez la soutenir avec 3 à 4 idées clés pour renforcer cette conclusion. Pour renforcer le clou, vous prenez chacune des idées clés et vous rentrez dans le détail avec vos données, vos conclusions. Et c'est ça qui va construire de la conviction et de l'adhésion chez vos équipes. Ça, c'est pour la partie fond, mais il y a aussi une partie forme. Il faut que vous pensiez à votre enthousiasme, à rendre le moment interactif pour l'équipe. C'est bien, par exemple, d'avoir un mot pour chacun, d'ouvrir la discussion, d'accueillir leurs commentaires. Et d'ailleurs, il y a une partie de la présentation qui sera importante, c'est la partie ressources, parce qu'elle motive l'équipe. Elle montre qu'on met de l'énergie et qu'on a pensé à eux pour les aider à faire tout ce qui était en notre pouvoir pour qu'ils vendent plus. Donc, préparez bien cette partie. Ce moment, il doit être préparé. Il peut se faire à l'extérieur ou dans une salle spéciale dans l'entreprise, puis vous même prévoir un restaurant après. Ce qu'il faut, c'est que ce soit une forme de rituel. Il faut que ce soit presque solennel. Parce que le lancement d'une stratégie annuelle, ça se marque. Et ce moment, ce sera le coup d'envoi officiel de votre année. Avec une méthode simple mais complète, vous avez maintenant toutes les armes pour construire et embarquer votre équipe et votre management dans votre stratégie commerciale.